Bonsoir à tous. Les obsèques du pape François, disparu hier matin, auront lieu ce samedi 10h, place Saint-Pierre à Rome. Le prince souverain et la princesse Charlène assisteront à ce moment de recueillement, de prière et de pensée pour sa sainteté, qui dès le début de son pontificat s'est montré proche des plus démunis, à l'image de l'ordre souverain de Malte, dont le grand maître John Dunlap est en visite depuis 48 heures à Monaco. Nous serons dans un instant avec l'ambassadeur auprès de la principauté de Monaco, Alberto Di Luca. Nous poursuivrons ce soir notre découverte des nombreuses sculptures que compte la principauté. Nous découvrirons le nouveau design des bouteilles d'eau de Monaco. Nous nous intéresserons au programme de la 13e Monte Carlo Fashion Week qui vient tout juste de débuter. Et puis nous prendrons la température à la salle Gaston Médecin de la Rocca Team juste avant la première manche de son quart de finale de play-off de basket face au Barça à la maison. Et enfin, nous assisterons à une session de l'Escape Game consacrée au danger des soirées festives qui a lieu en ce moment dans les murs de l'ancien collège Charles III. 3 jours de deuil national, de jeudi à samedi. 1 minute de silence ce vendredi à 11h, drapeaux en berne depuis hier. Messe ce soir en la cathédrale de Monaco, avant les obsèques du Saint-Père samedi matin, 10h sur le parvis de la place Saint-Pierre, en présence des plus grands chefs d'État et de gouvernement, à l'image du prince Albert II, accompagné de la princesse Charlène, reçue 2 fois par le passé en audience privée par le pape François. Le programme des jours qui suivent la mort du Saint-Père est fixé habituellement par la Constitution apostolique, avec quelques évolutions récentes initiées par le pape François lui-même, comme sa volonté en tant que franciscain d'être enterré au cœur de Rome, en la basilique Sainte-Marie-Majeure, dans un cercueil en bois pour rappeler sa proximité avec les plus démunis, alors que tous ses prédécesseurs au XXe siècle avaient choisi d'être inhumés dans la basilique Saint-Pierre. S'en suivra une période dite de transition, avec un conclave réunissant les cardinaux du monde entier en la chapelle Sixtine pour élire le 267e pape de l'histoire. Hasard du calendrier, Monaco reçoit depuis hier son Altesse éminentissime, le grand maître de l'ordre souverain militaire de Malte, dont l'action principale est de venir en aide aux personnes dans le besoin. Avec nous, Alberto Di Luca, ambassadeur de l'ordre souverain de Malte auprès de la principauté de Monaco, est avec nous ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous, merci. Et coïncidence de calendrier, 48 heures donc de visite en principauté, alors que le pape vient de nous quitter, un pape qui, comme vous, était très très proche des plus pauvres. Ce sont des journées difficiles pour nous parce que le Saint-Père, il a nous laissé et nous, on est tous en deuil. De toute façon, il était prévu une visite officielle de notre chef d'État, le prince et le grand maître de l'ordre de Malte, Fra John Dunlop, pour la visite officielle avec Sa Altesse Sénérissime, le prince Albert II. Et alors, on a fait la part, si vous voulez, officielle, la part de travail, et on a quitté toutes les autres parts plutôt festival. On rappelle l'importance de cette visite du grand maître? L'ordre de Malte, c'est un ordre religieux. L'ordre de Malte, il existe presque des 1000 ans. C'est intéressant de savoir que les relations avec la famille Grimaldi, ils sont commencées dans le XIIe siècle. Il y a une relation après avec la principauté et l'association de l'ordre de Malte, ça fait 50 ans. On a commencé des relations diplomatiques qui sont arrivées à avoir le plein relation, ça fait 15 ans. Et alors, une des raisons de cette visite officielle, il était pour souvenir qu'on a 15 ans de relations officielles entre l'ordre de Malte et la principauté. Et on rappelle que, évidemment, vous œuvrez dans bien des domaines, que ce sont des domaines médicaux, d'ailleurs, le domaine médical, ou des grands projets en Afrique, comme aux Comores aussi. Alors, nous, on est toujours, on suit notre motto, ça veut dire Tuitio fidei et obsequium pauperum, c'est-à-dire on suit la foi, parce qu'on est un ordre religieux catholique, mais dans tout le monde, on n'est pas dédié que à les catholiques. Par exemple, on est très actif à Bethléem avec l'hôpital de la Sainte Famille et naturellement là les femmes ils sont pas catholiques ou même chrétiennes, ils sont la plupart musulmanes ou juifs ou des autres religions.
Notre activité, c'est dans 114 pays dans le monde entier. Avec la Principauté de Monaco, on a des projets communs, par exemple en Liban. On a des projets communs avec l'hôpital qui est à Dakar, dans le Sénégal. Et on est toujours dédié à des projets humanitaires. Et je veux souvenir dans ces journées cyclistes une définition qu'il était faite pour Pope François quand il a défini l'Ordre de Malte. Ça fait une année qu'il a défini l'Ordre de Malte, la vraie diplomatie humanitaire. Et pendant ces 48 heures, évidemment, de présence ici du grand maître de son Altesse éminentissime, John Dunlap, on a beaucoup pensé, des pensées croisées avec la disparition du pape François qui œuvrait comme vous pour les plus pauvres, on le rappelle. Ah bon, les 48 heures ici ont été tristes. On a fait hier si vous voulez, une réunion de travail avec l'association. Et aujourd'hui, on a fait la part officielle, ça veut dire une messe avec l'archevêque dans la cathédrale. Et après, le rencontre avec le prince et la princesse Charline. D'aujourd'hui, il y a une nouveauté qu'on ne peut pas dire qu'on doit faire une fête parce que, comme on dit, ce ne sont pas les journées, mais ils seront officialisés et on fera la fête peut-être en octobre. Mais la nouveauté, c'est que la princesse Charlène entre dans l'ordre de Malte. Merci pour cette annonce sur Monaco Info ce soir, monsieur l'ambassadeur de l'ordre souverain auprès de la principauté. Merci à vous, Alberto Di Luca, d'avoir été notre invité ce soir. Merci, grazie. Merci beaucoup. Cette semaine, l'ancien collège Charles III se transforme en théâtre d'une enquête grandeur nature. Plus de 500 élèves issus de tous les lycées de la principauté participent à un escape game géant sur la thématique des risques en milieu festif. Un événement organisé par les associations Be Safe, Fight AIDS Monaco et la Croix-Rouge monégasque. Reportage signé ce soir Alban Jean-Jambre et Camille Caloni. Ils ont 50 minutes pour découvrir ce qui est arrivé à Thomas, victime d'un grave accident en soirée. Au cours de l'enquête, les participants sont sensibilisés aux différents risques en milieu festif. Quels sont les gestes de secours à adopter face à un accident? Quels moyens de transport privilégier lorsque l'on est alcoolisé? Ou encore, qu'est-ce que la notion de consentement? Regardez, sur certains médicaments, vous avez des pictogrammes de couleurs. En fait, ça veut dire que ces médicaments sont incompatibles avec la conduite. Peut-être que notre victime Thomas consommait des médicaments, sans forcément avoir une grosse pathologie. On a pris le 112 quand par exemple quelqu'un il fait une crise cardiaque, on sait quel numéro appeler. Donc là c'est un accident de scooter du coup. On essaie de trouver un code. D'une scène d'accident au commissariat en passant par une boîte de nuit et une soirée entre amis, les lycéens tentent de retracer la soirée de Thomas en déverrouillant différents coffres à l'aide d'indices. Des indices qui leur apprennent différentes notions. Le risque sur l'alcool, j'ai appris qu'il y avait différentes règles sur la France et Monaco. C'est important parce qu'on peut consommer des alcools qui sont assez forts, on ne s'en rend pas compte. C'est pour ça que c'est très important de faire une prévention pour connaître les risques et je trouve que c'est bien. L'alcool mélangé aux stupéfiants multiplie par 29 le risque d'accident. Pour cette raison, Be Safe, Fight AIDS Monaco et la Croix-Rouge monégasque ont à cœur de sensibiliser la jeunesse monégasque. Oui, c'est important pour tout le monde, que ce soit dans les bars, dans des boîtes de nuit, de faire très attention au consentement, bien évidemment, parce qu'on est en partenariat avec Fight AIDS Monaco, aux gestes qui sauvent grâce à la Croix-Rouge et aussi à ne pas prendre le volant en état d'ébriété. C'est comme le même message. Les sessions d'Escape Game se poursuivent encore jusqu'au 30 avril pour faire de la jeunesse monégasque une jeunesse actrice de sa santé et de celle des autres. Ce matin, l'association Monasia, le magazine The Economist, la fondation Albert II et plusieurs acteurs se sont réunis autour d'une table ronde afin d'aborder plusieurs thèmes. Le tout autour de la préservation de l'environnement, notamment des océans. Le but était aussi de trouver des mécanismes financiers innovants pour promouvoir l'innovation afin de faciliter le déploiement d'entreprises qui ont un impact positif sur les océans. Olivier Wenden, directeur général de la Fondation Prince Albert II. Aujourd'hui, s'associer à Monasia et s'associer à The Economist nous semblait être
extrêmement utile. C'est un petit format, une format table ronde, moins d'une vingtaine de personnes, non pas pour continuer et prolonger les grands discours et les grandes interventions et les débats, mais là encore plutôt pour marquer des solutions plus techniques, plus concrètes, loin des discours convenus et plutôt se réunir entre experts à quelques semaines seulement maintenant du grand forum sur l'économie et la finance bleue que la Principauté de Monaco accueillera les 7 et 8 juin en marge de la conférence de l'ONU sur l'océan qui se déroulera à Nice. La 13e édition de la Monte Carlo Fashion Week a ouvert ses portes ce mardi et ce jusqu'à samedi. De nombreux défilés et événements seront organisés dans différents lieux de la Principauté. Une réception a eu lieu aujourd'hui en mairie pour donner le coup d'envoi des festivités. Alors, tout connaître du programme très fashion, très mode, voici le reportage de Fabien Bonilla, accompagné d'Arnaud Humbert et de Gianfranco Bortola. La Monte Carlo Fashion Week a été créée en 2013 par la fondatrice de la Chambre monégasque de la mode, Federica Nardoni Spinetta. La 13e édition a débuté officiellement ce mardi à l'occasion d'une réception inaugurale à la mairie, en présence notamment de la fondatrice de la marque éponyme, Elisabetta Franchi. Cette créatrice de mode militante du droit animal était l'invitée d'honneur de cette réception. Elle nous fait vivre l'artisanat italien chic et intemporel. Vraiment des pièces magnifiques qu'elle fait et que vous pouvez voir ici à la mairie de Monaco où on a commencé notre Fashion Week. L'importanza è che comunque è una fashion che anche in Francia è riconosciuta e per me è importante essere qui e aprire le danze, posso dire le danze, aprire le danze della moda. Après l'ouverture officielle de cette 13e édition, ici en mairie, de nombreux rendez-vous sont prévus jusqu'à samedi. Alors on a un programme assez chargé parce qu'on a des défilés, on a des conférences, on a la remise des prix, des awards, on a vraiment des présentations, on a des événements. On a bien sûr les créateurs monégasques qu'on met à l'honneur, mais on a aussi pas mal de créateurs étrangers qui viennent vraiment du monde entier. Là, on a Elisabetta Franchi qui vient de l'Italie, mais on a des créatrices qui viennent du Japon, de la République tchèque, vraiment des pays. On a eu vraiment du monde entier. Une dizaine de défilés sont prévus pour cette Monte Carlo Fashion Week, avec à la clé la grande soirée de remise des awards ce jeudi au Yacht Club. Les sports, en basket, la Rocat Team en route vers le Final Four avec le début demain des quarts de finale de play-off de l'Euroleague. Premier acte donc ce mercredi 19h à la salle Gaston Médecin face à Barça. C'est le match 1. On va écouter avant la rencontre le coach Vassilis Panoulis et le pivot Mam Jaité. Ils sont au micro de Frédéric Allion. Le but c'est de gagner 3 matchs le plus tôt possible. Donc maintenant c'est notre but, on part dans cet état d'esprit là. Après c'est sûr que gagner le premier match, je pense que ça apporte une certaine confiance en plus. Après, quoi qu'il arrive, on va pas tirer de conclusion à la fin de ce match-là, qu'il soit gagné ou perdu. On sait que la série va être très longue. C'est une équipe c'est une grosse équipe. Donc à nous de prendre match par match et ce premier pour la gagner sans prendre en compte que ce soit le premier ou le deuxième, sans le prendre en compte. Playoff is a different story. You know, we fight a lot all season to have the home court advantage. That is very important because if it's 5th game you play in your home. But from the other side, this is a new story, this is a new beginning for us to be ready for the playoffs, to be ready to compete against Barcelona and to make everything possible is in our hands to go to Final Four. Clairement, 2 fois on perd contre eux. Maintenant, comme j'ai pu le dire un peu plus tôt, la saison elle est derrière. Une fois que les playoffs commencent, c'est toute une nouvelle série qui va s'entamer. Notre clé, ça va être vraiment sur l'intensité, le fait d'être très physique avec eux. C'est des joueurs c'est une équipe avec des joueurs quand même de très gros talent, on en a aussi, mais on arrive plus facilement à les cibler chez eux. À nous de les limiter un maximum. Et si on arrive à limiter ces 2-3 joueurs particuliers, je pense qu'on va réussir à remporter la série. La suite ce soir de notre reportage découverte des sculptures de notre principauté, après un passage par Monacoville et le Larvoto la semaine dernière, et hier par Fontvieille. Sarah Inkari, bonsoir à vous. Vous êtes dirigée visiblement du côté de l'ouest de la principauté, accompagnée de Thomas Deus. Oui Christophe, nous allons découvrir l'histoire et la signification de 3 nouvelles sculptures réparties dans la ville et précisément dans le quartier du port principal de Monaco, en pleine transformation en raison de la préparation du Grand Prix. Je vous propose de commencer tout de suite par la sainte patronne de la principauté. Vous l'avez reconnu, il s'agit bien sûr de Sainte Dévote.
Son emplacement n'a pas été choisi au hasard. La légende est bien connue, mais rappelons-la tout de même. La jeune fille d'origine corse a été martyrisée en raison de sa foi. Son corps placé sur une barque, elle sera guidée par une colombe blanche et finira par s'échouer au fond du port de Monaco, à l'emplacement approximatif de l'actuelle chapelle Sainte-Dévote. Commandée par le prince Régnier III, la statue, faite de marbre et de bronze, a été inaugurée en 1997 en présence de la famille princière et de l'artiste Cyril de la Patelière à l'occasion du 700e anniversaire des Grimaldi. À Monaco, la sainte est célébrée tous les 27 janvier. Sur l'autre rive, la zone se transforme en circuit. Cette sculpture-ci permet aux visiteurs de se rêver le temps d'une photo pilote de Formule 1. Mais la vraie star, c'est cet homme posté à côté de la monoplace, l'Argentin Juan Manuel Fangio, quintuple champion du monde dans la discipline. Au volant de voitures de 4 marques différentes, dont cette Mercedes-Benz, il a remporté 24 grands prix au cours de sa carrière, dont 2 fois celui de Monaco, sur une Alfa Romeo en 1950 et au volant d'une Maserati en 1957. L'œuvre de bronze est signée du sculpteur catalan Joaquim Rossi Sabaté, qui l'a offerte à l'Automobile Club de Monaco et a été inaugurée en 2003 par le prince Albert II, alors prince héréditaire. Pile entre les deux œuvres que nous venons d'évoquer, le plongeur s'apprête à faire le saut de l'ange. Cette sculpture de bronze d'Emma de Sigaldi a nécessité pas mal d'ingéniosité pour son installation du fait de la répartition de son poids. Le plongeur olympique se trouve en effet en déséquilibre sur la pointe des pieds. C'est un axe en acier placé à l'intérieur et fixé dans le socle qui permet de la maintenir. L'œuvre de cet artiste monégasque, épouse du comte de Sigaldi, capitaine des carabiniers du prince, a été fabriquée en Italie et inaugurée en 1961 par le prince Régnier III et la princesse Grace en face du stade nautique Régnier III, comme un clin d'œil aux baigneurs qui s'y trouvent. Et voilà Christophe pour ces nouvelles œuvres dont la description complète et la localisation précise sont à retrouver sur le site que vous connaissez désormais, cheminsculpture-régnier3.mc. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain dans le quartier du jeu. À Monaco, l'eau devient œuvre d'art. Ce mardi, la marque monégasque Monacois a présenté une édition limitée de son eau minérale conçue en collaboration avec un artiste international. Un événement entre art, engagement et élégance qui s'est tenu à la Villa Paloma en présence de personnalités du monde de l'art et de la culture, avec notamment la présence de son Altesse Royale, la princesse Alexandra de Hanovre. Reportage signé Christine Petit-Homel et Thomas Deus. C'est dans l'écrin raffiné de la Villa Paloma que la marque Monacois a choisi de lever le voile sur une création inédite, une bouteille d'eau minérale en édition limitée, pensée comme une œuvre d'art, une initiative signée Geta Kawalny, fondatrice de la marque. Pour moi, je pensais que Monaco pourrait être plus que l'eau, ça pourrait être une toile où on peut partager un message culturel, un message de Monaco. On est si chanceux de vivre ici, d'avoir toute cette culture autour de nous. Pourquoi pas partager dans la vie quotidienne et que tout le monde en réjouit. Mêler l'eau, l'art et l'engagement, c'est le pari de Monacois avec cette édition unique, fruit d'une collaboration artistique avec l'artiste américain Georges Condo. La bouteille incarne l'élégance et les valeurs éco-responsables et sociales également, puisque une partie des fonds récoltés sera reversée à la Fondation Princesse Grace. Pour aider les enfants dans la région, ils font des choses extraordinaires dont on n'est pas tous au courant et je voulais transmettre ce message qu'on pourra très bien faire des affaires en pensant à tout le monde. Et bien sûr le côté environnemental où on utilise de moins en moins le plastique dans la vie quotidienne, comme on a des remplaçants, des substituts pour le faire. Un moment suspendu entre création contemporaine et engagement solidaire. Avec cette initiative, Monacois confirme son positionnement, celui d'une marque qui fait rimer élégance, art et conscience.
Dans un instant, votre météo pour les heures à venir, signée Marie Bonnet-Blanc. Et comme le veut la tradition, on termine ce journal par les instantanés du jour, consacrés à cet escape game à l'intérieur de l'ancien collège Charles III sur la thématique des risques en milieu festif. Les photos sont signées Manuel Vitali. On se retrouve demain, 19 h, pour un tout nouveau journal. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous. Et vous le savez, plus que jamais, vous êtes bien sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour faire le point sur le temps de demain qui sera ensoleillé. Dans la matinée, le ciel sera dégagé, laissant place au soleil avec un thermomètre qui affichera 16 degrés. Et puis dans l'après-midi, quelques légers nuages pourront faire leur apparition. Il fera tout de même néanmoins 18 degrés. Nous souhaiterons une très belle fête à tous les Georges demain. Et ce sera également la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Une journée instaurée en 1995 par l'UNESCO qui rappelle le pouvoir des mots et l'importance de la lecture dans nos vies. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.